Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi près de 50% des scientifiques abandonnent le milieu académique en moins de 10 ans. Un nouvel article scientifique a été publié dans Higher Education et ils ont observé cela, que environ 50% des chercheurs après 10 ans avaient quitté la science, un tiers après 5 ans et deux tiers après 20 ans. Donc comment l'étude a été faite? Eh bien, ils ont suivi deux groupes de scientifiques issus de 38 pays, dont la France, et ils ont regardé quand les personnes ont commencé à publier, la première publication étant ton entrée dans le monde scientifique, et la dernière étant comme ta sortie du monde scientifique. Donc ils ont deux cohortes, deux groupes, un groupe qui a commencé en 2000 et un groupe de 2010. Et ici, ils ont considéré l'attrition comme étant l'arrêt des publications, comme indicateur pour ayant quitté la recherche académique, quitter la science, ils indiquaient. Et ici, on peut voir du coup que la première année, évidemment, tu es encore à 100%, la proportion est de 1, et si tu regardes après 10 ans, la proportion est de environ 50%. Et après 20 ans, on voit qu'il y a environ les deux tiers qui ont arrêté. Il nous indique qu'il se concentre sur ceux qui quittent la science, ce qui peut être interprété comme l'arrêt des publications académiques, car il n'y a pas de données à grande échelle pour l'abandon des emplois universitaires. Donc bien sûr, c'est une limite, parce que peut-être que tu travailles encore dans le monde académique, mais que tu ne publies plus. Peut-être que tu n'as pas pu publier depuis 2 ans, mais que tu es encore actif, mais tu es juste moins actif. En France, dans mon domaine, je vois beaucoup de chercheurs qui publient de moins en moins à travers les années, mais pourtant ils restent actifs. Aux Pays-Bas, ils ont une production bien plus haute en général lorsque tu es dans le monde académique. Donc tu peux facilement t'attendre à un ou plusieurs papiers par année. Donc, en effet, publier ou non ne détermine pas forcément si tu restes dans la science. Est-ce qu'il y avait des différences hommes-femmes? Les femmes abandonnent-elles davantage? En effet, on entend souvent parler que les femmes l'ont plus dur, que c'est plus difficile pour les femmes dans le monde académique. Eh bien, dans la cohorte de 2000, les femmes étaient environ 10% plus susceptibles de quitter la science que les hommes après 5 et 10 ans. Donc, et par exemple, après 19 ans, les données Kaplan-Meier nous indiquaient que 29% des femmes étaient encore en activité contre 33,6% des hommes. Donc il y a environ 4-5% de différence entre les hommes et les femmes. Sachant qu'il y avait aussi beaucoup plus d'hommes au début. Enfin, beaucoup. Il y a 60% d'hommes et 40% de femmes. 63, 50, 36, 50. Donc il y avait plus d'hommes au début et plus d'hommes, un plus grand pourcentage d'hommes à continuer, moins d'hommes au début, un pourcentage plus faible de femmes à continuer. Mais ces différences n'ont pas été observées dans la cohorte, dans le groupe de 2010. Donc peut-être que cet effet est réduit, peut-être que maintenant les femmes continuent autant que les hommes, ou peut-être que les hommes continuent moins, ce qui s'équilibre, ou peut-être qu'il y a un équilibre entre les deux. Donc la différence avait plus ou moins disparu, elle était plus significative entre hommes et femmes. Peut-être qu'il y a un changement sociétal ou dans les pratiques académiques. Qu'en pensez-vous? Si tu veux, tu peux accéder à cette map, à cette carte qui permet de voir pour chaque discipline qui reste et qui part, pour le sexe de la personne, si tu es une femme ou un homme, et pour le nombre d'années. Et tu peux voir cela sur l'article scientifique ici. Et il donne le lien pour cette map. Donc voici l'article Quantifying Attrition in Science, qui a été publié en août 2024. Donc si tu veux voir le tableau, tu peux voir ici. Et tu pourras avoir la map. Et après tu peux t'amuser ici et essayer de voir, ok, quelle est ma discipline? Je suis en neurosciences. Et j'ai envie de voir les hommes. Donc on voit que après 10 ans, il reste 60% des hommes encore en France, 57 aux Pays-Bas, moins en Allemagne. Donc tu peux t'amuser à regarder la carte si ça t'intéresse.
Donc là, c'est le total que je t'ai déjà montré. Ils ont aussi fait la carte pour chaque discipline. Donc par exemple en mathématiques, ça reste similaire entre hommes et femmes. Donc il y a aussi une différence selon la discipline pour le sexe entre hommes et femmes. En mathématiques, il n'y avait pas de différence pour le sexe, alors qu'en neurosciences, on pouvait l'avoir par exemple. Donc maintenant, la question est pourquoi? Eh bien, c'est intéressant parce que Molly Coddington, c'est une journaliste. Elle a interviewé plusieurs personnes qui ont quitté le monde académique et leur a demandé pourquoi. Et voici les réponses de ces personnes qui maintenant travaillent dans des domaines assez divers. La première nous explique qu'elle a eu de grandes désillusions et elle a redécouvert sa passion en quittant le monde académique. Au début, cela ressemblait à une défaite, comme si je tournais le dos à tout ce que j'avais voulu et pour lequel j'avais travaillé. J'ai rapidement trouvé des rôles qui valorisaient mes compétences, offraient des opportunités de développement et encourageaient activement un bon équilibre travail-vie personnelle. Cela m'a permis de redécouvrir ma passion pour la science d'une manière qui n'était pas contrainte par les limites et la politique de la vie académique. Ça, c'est une raison qu'on entend souvent, que le monde académique est une grande désillusion, qu'on a l'impression de ne pas avoir de futur, pas d'avenir, qu'on avance, mais qu'au final, on se fait jeter comme un vieux torchon. Perte de passion due à la pression constante. J'avais quitté le milieu académique car j'avais perdu la passion que j'avais pour la recherche, à cause de la pression constante, publish or perish, et des politiques inutiles du monde académique. Et du coup, la personne a décidé de partir car elle n'appréciait plus le sujet de recherche qui autrefois la passionnait. Conditions de travail inacceptables. Après avoir terminé mon doctorat, je me suis rendu compte que plutôt que de travailler 70 heures par semaine en tant que postdoc dans un laboratoire aux États-Unis pour un salaire minimum et de dormir par terre dans le laboratoire, je pouvais décrocher un emploi confortable dans le conseil, consulting, gagner 3 fois plus, travailler seulement 60 heures par semaine et dormir dans un lit d'hôtel confortable. Donc la personne a pesé le pour et le contre et s'est dit, bon, on laisse tomber le monde académique. Le manque de perspective et des domaines obsolètes. Il voyait une impasse, cette personne n'avait pas l'impression d'avancer, d'aller quelque part. Son doctorat portait sur un domaine de la science qui, à ses yeux, était devenu obsolète, et trouver un poste académique aurait été très difficile. La science avait évolué, d'autres sujets étaient plus en vogue, et il semblait plus excitant de travailler sur un futur médicament qui pourrait aider à améliorer la vie des gens plutôt que de rester dans un milieu académique à travailler sur un problème auquel seulement 2 ou 3 personnes, à part moi-même, pourraient être intéressées. Une autre raison classique, c'est le burn-out et la surcharge de responsabilité. On le sent, plus tu avances dans le monde académique. Au début, tu es un étudiant de master, tu as seulement un petit projet, peu de choses à gérer. Tu deviens doctorant, tu as plusieurs projets à gérer, plusieurs étudiants. Tu deviens postdoc, tu as plusieurs doctorants à gérer, plusieurs étudiants à gérer et davantage de projets. Et plus tu grimpes, plus tu as de responsabilités. Et en plus de cela, tu dois aussi publier beaucoup, encadrer, superviser, gérer une équipe, faire du marketing pour l'université et tout cela en même temps. Et du coup, ça peut causer des burn-out chez certaines personnes. Cette personne a déclaré. Et du coup, elle voulait changer de domaine, explorer un nouvel environnement. Donc, elle est partie au Royaume-Uni. Elle est originaire de Malaisie pour poursuivre un master en communication scientifique à Bristol. Et une autre, doute de soi et syndrome de l'imposteur. La personne a quitté le milieu académique à cause du doute. Elle doutait d'elle, elle avait peur de publier des articles scientifiques avec des résultats qui pourraient être faux. Bien sûr, elle avait fait des réplicas, les statistiques, etc. Mais elle continue de penser que ça pouvait être un mensonge. Et elle indique cela par le syndrome de l'imposteur. Donc si tu as envie d'en voir davantage sur le syndrome de l'imposteur, on va voir mon blog. Tu tapes imposteur. Et tu vas trouver, j'ai fait un article entier sur le syndrome de l'imposteur en doctorat. Je suis sûr que tu peux y trouver des choses intéressantes. J'essaie d'expliquer l'origine du syndrome de l'imposteur, les comportements qui vont avec et comment justement en sortir. Et donc, au final, il y a des personnes qui vont rester dans le monde académique, des personnes qui vont quitter le monde académique. Qu'aimerais-tu faire? Que veux-tu faire? Quel est ton plan? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Où veux-tu aller? Quelle est ta direction? Si tu as envie justement d'aller plus loin, je t'invite à suivre notre groupe Telegram, rejoindre la chaîne Telegram dans laquelle on discute tous ensemble
on est des chercheurs, il y a des doctorants et on discute, on gère notre temps ensemble, on essaye d'avancer ensemble. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.